Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cette journée spéciale sur RFI, Priorité Santé s'intéresse à son tour à cette question des déchets. Accumulation, traitement, destruction, rebut, détritus ou plus trivialement ordures qui posent évidemment des problèmes en termes d'environnement, mais aussi en termes sanitaires. Avec la question de l'impact sur l'air que nous respirons, risque en termes de santé respiratoire lorsque les déchets du quotidien sont brûlés dans la cour, voire même dans la cuisine ou dans des incinérateurs non conformes qui dégagent des émanations toxiques. Négligence ou insuffisance en ce qui concerne la collecte des déchets avec à la clé tas de détritus dans les caniveaux, les canaux, l'insalubrité, ces décharges sauvages qui favorisent la prolifération d'animaux vecteurs de maladies, rongeurs, insectes, on pense bien sûr aux rats ou aux moustiques. Abandon de déchets sensibles, contamination des sols et des eaux par des produits résidus toxiques potentiellement dangereux pour notre santé. Et quand on parle santé et déchets, on pense bien sûr aux seringues, aux résidus infectieux ou organiques, aux médicaments périmés, tous ces produits liés aux soins médicaux qui nécessitent une prise en charge spécifique pour éviter les contaminations. Déchets donc, vous l'avez compris, au pluriel, impact tout aussi multiple pour notre santé, c'est notre sujet du jour. Et bien sûr, nous attendons vos témoignages, vos questions sur la page Facebook de l'émission. 33 1 84 22 75 75, c'est notre numéro. Impact, on l'a dit au pluriel. Santé respiratoire, d'abord pour en parler avec nous en duplex des studios de France Bleu Azur. Docteur Bernard Pijarias, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes pneumologue, allergologue à Nice, coordonnateur de l'espace francophone de pneumologie de la Société de pneumologie de langue française. Impact du manque d'hygiène, de l'insalubrité sur la santé digestive des enfants notamment. Également, infection parasitaire. Nous retrouvons en ligne de Côte d'Ivoire le docteur Cyprien Kouakou, pédiatre au CHU Cocody d'Abidjan. Décharges sauvages, réservoirs d'épidémie. Nous retrouvons en direct du Bénin tout à l'heure Gauthier Daubigny, chargé de recherche à l'IR, des biologistes des populations animales attachés à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Et puis, coup de projecteur sur les déchets liés aux soins de santé. Le docteur Marianne Branco en ligne avec nous tout à l'heure. Elle est médecin généraliste, gestionnaire santé. Docteur Branco qui préside l'ONG Gbedokpo, unis pour une même cause, opérateur africain spécialisé en gestion des déchets biomédicaux. Priorité Santé sur RFI. Alors bien sûr, évidemment, au cours de cette émission, pas question de trouver des solutions au problème des déchets, mais plutôt de comprendre pourquoi, comment la présence de détritus, leur abandon sur la voie publique ou dans des rivières, des canaux, comment cela impacte notre santé. Tout ça, c'est bien sûr vecteur de maladies. Pourquoi ? C'est ce qu'on va bien comprendre en votre compagnie, docteur Bernard Pijarias. Certains gestes sont très loin d'être anodins en termes de santé. Par exemple, brûler les déchets pour s'en débarrasser. Il faut dire que souvent, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Et puis, il y a l'habitude. Les autres l'ont fait avant nous. Eh bien, on perpétue certaines mauvaises habitudes. Docteur Pijarias, c'est une réalité. Cette combustion sauvage des détritus, c'est assez commun et c'est très toxique. Totalement toxique, et si c'est si important, c'est qu'on est devenu une surpopulation. S'il y a 2000 ans, on était 200 millions d'habitants, maintenant 7 milliards, mais il faut prendre des mesures. On est dans une ère qu'on appelle maintenant l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'humanité, et c'est pour ça qu'on en est à ce problème-là. Et j'aime bien dire que, puisqu'on parle de déchets, j'aime bien revenir à la sémantique, comme vous savez. Que veut dire déchet ? Ça veut dire cadere, tomber, c'est du latin, et tomber à côté, tomber ailleurs. Donc c'est une véritable séparation de notre environnement, et on est en train de créer un véritable dépotoir si on ne fait pas attention. Alors justement, avec vous, on parlera en particulier de la santé respiratoire. On pense à ce qui se brûle en extérieur, par exemple dans la cour de certaines maisons. Quand il n'y a pas de collecte des déchets, on s'en débarrasse à l'intérieur. Et puis aussi, des fois, c'est utilisé pour des raisons très pratiques, parce qu'on a besoin de brûler pour faire la cuisine ou pour se chauffer, docteur Bernard Pijarias. Exactement, et donc c'est là que tout ce qu'on appelle biomasse, c'est-à-dire tout ce qui est bio, tout ce qui est végétal bien sûr, et surtout également les déjections animales. En Afrique, c'est très utilisé pour faire de la chaleur, pour chauffer les aliments et faire de la cuisine. Et quand cette cuisine se fait justement dans la cuisine et dans la maison, c'est là qu'on prend le plus grand nombre de risques avec les microparticules de ces fumées, et également avec tous les éléments toxiques liés aux gaz qui sont exhalés, en particulier le CO2, qui ne fait qu'augmenter la
la capacité de la personne, surtout si elle est déjà un petit peu malade, de baisser son taux d'oxygène dans le sang. D'ailleurs, pour celles et ceux qui pensent que brûler des feuilles d'arbre, par exemple, quand on fait le jardin, quand on fait justement un petit peu de nettoyage, brûler du bois, des déchets de jardin, ça représente aucun risque. Eh bien, c'est tout le contraire. 50 kilos de végétaux à l'air libre, ça émet autant de particules fines que 13 000 kilomètres parcourus en voiture diesel. C'est fortement déconseillé. C'est même interdit par la loi en France. Et si on va sur le site de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, l'ADEME, eh bien, on apprend que ceux qui ne respectent pas cette interdiction encourent jusqu'à 450 € d'amende. Vous avez parlé de ces particules, docteur Bernard Pyjarias, qui polluent l'air, bien sûr. C'est quoi précisément ces substances toxiques qui sont dégagées par la combustion des déchets ? Il y a les particules, c'est deux choses. C'est d'abord des particules qui sont au-dessous de 2,5 microns et celles dont on parle tout le temps dans la pollution atmosphérique de la ville, avec justement, vous avez abordé les diesels, etc. Ça, c'est la partie particulière qui peut être extrêmement irritante. Alors, la conséquence la plus simple, la plus connue, ça va être l'asthme. Plus le niveau de réactivité des bronches est altéré parce que la personne est génétiquement asthmatique, plus elle risque de déclencher une crise au moment des pics de pollution. C'est pour ça qu'il y a maintenant, en Europe en particulier, des conseils à donner aux asthmatiques lorsqu'il y a des pics de pollution. Bien sûr, en amont, il faudrait l'éviter. Et la deuxième partie de ce qui est évacué, ce sont les métaux lourds. Et les métaux lourds sont encore plus graves, c'est le cadmium, c'est le plomb par exemple, et qui vont être cancérogènes à forte dose et surtout sur le continu. Parce qu'on parle toujours de pollution instantanée, mais c'est le fond de pollution qui compte sur des années et des années. Bernard Pyjarias, justement, vous avez parlé de l'asthme. Si on regarde du côté des autres affections respiratoires qui peuvent être associées à cette pollution atmosphérique, pollution de l'air, quand on brûle des détritus ou des déchets à la maison, qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie ? Alors la plus connue de tous, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est un acronyme qui malheureusement n'exprime que ce qu'il veut dire en médecine, c'est bronchopneumopathie chronique obstructive. On va dire en Afrique, souvent on dit c'est la maladie du fumeur, et c'est ça la réalité stricte, et également en Europe. Mais si vous rajoutez le premier risque, qui est le risque tabagique du fumeur, et puis rajoutez le risque de pollution atmosphérique par ces fumées, vous augmentez le risque d'exacerbation des bronchopathies chroniques obstructives, et à ce moment-là, le risque effectivement de faire baisser la fonction respiratoire. Et lorsque la personne est déjà à moins 50% de fonction, lorsqu'elle va exacerber, elle va faire moins 60, moins 70, et là c'est une insuffisance respiratoire grave qui intervient. Alors vous avez une expérience justement sur le continent africain, docteur Bernard Pyjarias. Quand vous voyez les pratiques communes dans les familles, avec le poêle à bois, le feu dans la cour, qu'est-ce qu'on peut dire justement à celles et ceux qui nous écoutent pour changer certaines pratiques ? Parce que il y a le constat des risques, le constat des dangers, il y a la recherche forcément de solutions. Qu'est-ce qu'on peut dire justement ? Je pense que ça a été fait dans pas mal de pays, dans le Sahel, à Madagascar, c'est qu'il faut installer des cuisines, mais des cuisines très simples, c'est-à-dire avec simplement une cheminée, quand c'est une cuisine intérieure, pour évacuer la fumée à l'extérieur. Déjà, au moins, il n'y aura pas la pollution des enfants qui sont dans le dos des mamans, et la pollution des mères qui passent des heures et des heures à faire la cuisine. Ça, c'est extrêmement simple à faire. Et ensuite, pour ce qui est de l'extérieur, je pense que par exemple, la Tunisie l'a fait avec des fours qui savent s'orienter, et surtout se mettre pas contre le vent. Il faut pas avoir la fumée dans le nez, c'est aussi simple que cela. Et quand il y a des fours qui permettent cette orientation, ça évite de cette dérive. Avec justement ce constat qu'il n'y a pas vraiment parfois d'autres moyens de se débarrasser des déchets quand la collecte n'est pas à la hauteur des besoins. Là, c'est un véritable problème qui va au-delà des gestes du quotidien, qui est carrément au niveau de l'organisation de la cité. Tout à fait, ça c'est vraiment le problème de beaucoup de villes, et donc l'Europe a à peu près réglé ce problème, je dirais à peu près, sauf les décharges sauvages que vous avez évoquées tout à l'heure, mais je pense qu'il faut vraiment installer quelque chose qui se fasse de façon systématique dans toutes les grandes villes et même les petits villages. C'est pas très compliqué de générer ça, c'est pas très compliqué d'avoir tout un groupe de personnes dédiées à la collecte et au tri, et surtout en amont de faire de la prévention des déchets. Alors en Afrique, le grand problème c'est les sachets plastiques qu'il va falloir savoir, comme ailleurs, supprimer. Et certains pays l'ont fait. On a bien sûr en tête l'exemple du Rwanda qui a, depuis plusieurs années déjà complètement banni l'usage de ces sachets plastiques. C'est bien la preuve que c'est possible. Vous restez avec nous, docteur Bernard Pyjarias. On va parler tout à l'heure des maladies infectieuses associées à ces déchets.
avec en particulier les problèmes d'insalubrité et des eaux stagnantes. Mais on va tout de suite s'intéresser à ces petites bêtes qui peuvent polluer la vie, des bêtes qui sont favorisées justement leur prolifération par la présence des déchets. Et pour cela, nous allons rejoindre le Bénin. La santé, c'est une priorité. Le Bénin, pour vous retrouver, Gauthier Daubigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'IRD, biologiste des populations animales, et votre spécialité, ce sont les rongeurs comme réservoir d'épidémie. Évidemment, Gauthier Daubigny, l'image de ces rongeurs, rats notamment, reste associée aux ordures, aux sites insalubres. C'est une image qui est véritable ou c'est un cliché ? Non, c'est une image tout à fait véritable. Effectivement, dans les pays en voie de développement, notamment où il y a beaucoup de problèmes de gestion des déchets, où il y a beaucoup d'accumulation de déchets dans les espaces publics et dans les espaces péridomestiques plus que domestiques, vous avez énormément de rongeurs. On arrive à des densités de rongeurs qui sont très très importantes et surtout qui sont en étroite proximité avec l'homme, bien plus que dans les pays du Nord où vous avez malgré tout des réseaux d'assainissement un peu plus fonctionnel et développé. Gauthier Daubigny, je voulais vous demander de savoir si vous pouviez vous rapprocher de votre téléphone parce que vous semblez très très lointain. Je sais bien que le Bénin c'est pas la porte à côté, mais on aimerait mieux entendre vos explications. Est-ce que la configuration est la même justement quand on parle de cette prolifération des rongeurs, Gauthier Daubigny, lorsqu'on se trouve en milieu urbain, donc en ville, ou en milieu rural ? Alors la prolifération des déchets, en tout cas dans les pays du Sud et ceux que je connais, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, semble plus importante dans les villes, tout simplement parce qu'il y a une plus forte densité de population humaine et avec souvent associé un manque de services de gestion de ces déchets. Donc l'accumulation en ville est nettement plus importante, plus concentrée, on va dire. Du coup, en ce qui me concerne et pour ce qui m'intéresse, ça permet de faire vivre des populations de rongeurs beaucoup plus importantes et donc des risques de transmission de pathologies dites zoonotiques, transmission de l'animal à l'homme, beaucoup plus forts. Et justement, quelles sont ces maladies que vous pouvez nous citer, Gauthier Daubigny, ces maladies transmises par ces rongeurs ? Alors écoutez, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il faut savoir que les rongeurs sont impliqués dans la transmission de dizaines et de dizaines de pathologies à l'homme. On va citer des maladies telles que la peste, qu'on connaît bien dans le passé, mais qui est toujours une maladie qui sévit notamment en Afrique de l'Est et à Madagascar. On parle beaucoup moins de maladies comme la leptospirose, par exemple, qui fait quand même 1 million de cas et plus de 60 000 morts par an. Des maladies encore plus silencieuses sont probablement celles qu'on associe souvent au passé, mais comme le typhus, pour laquelle on sait finalement assez peu de choses, sauf qu'on a probablement plus d'1 million de cas par an en Afrique de l'Est. Vous avez des virus comme les hantavirus, comme la fièvre de Lassa, et puis après vous avez des pathogènes que les rongeurs font circuler dans l'environnement au même titre que d'autres animaux. Mais simplement ils sont très proches de nous et très nombreux, comme les salmonelles et les brucelloses, des choses comme ça, les bartonelloses, des choses qui sont des noms savants un peu moins connus, mais qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et on oublie souvent de dire que les rongeurs contribuent aussi à la dissémination de bactéries résistantes aux antibiotiques et multirésistantes aux antibiotiques, notamment plusieurs qui sont responsables de diarrhée aiguë chez l'homme, notamment les enfants. Alors, est-ce que certaines maladies sont propres à certains rongeurs, à certaines espèces bien précises ? Alors oui, tout à fait. On va dire qu'il y a certaines maladies qui sont propres à certains rongeurs. L'exemple typique, c'est la fièvre de Lassa, une fièvre hémorragique liée à un virus qui sévit au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest comme Sierra Leone, Guinée et Libéria, qui est plutôt rurale en revanche, et qui elle est associée à un petit rongeur africain, le rat à mamelles multiples. En général, les autres maladies sont véhiculées et transmises à l'homme par les rongeurs les plus proches de nous, à savoir les rats, le rat d'égout, le rat noir, la souris, selon les endroits où on se trouve sur la planète. Et comment s'en prémunir justement ? Quels sont les modes de contamination, Gauthier Daubigny, et comment justement éviter d'attraper ces maladies transmises par les rongeurs ? Écoutez, vaste débat. La façon
l'homme s'infeste à travers à travers de différents processus. Le rat peut être consommé, par exemple. C'est pas aussi fréquent, mais ça arrive. Donc là, on peut être contaminé directement par consommation du rongeur. Mais plus souvent, on est contaminé par ces ectoparasites, par exemple les puces que portent les rongeurs dans les pelages. Et si on dératisse, si on met du poison contre les rats, eh bien la puce va chercher à se nourrir ailleurs. Et souvent, la proie la plus proche, c'est l'homme. Donc là, il peut transmettre, par exemple, la peste ou les typhus. Vous pouvez avoir des contaminations qui sont environnementales. Alors là, c'est très fréquent aussi, notamment dans les bidonvilles asiatiques, africains, sud-américains. Je vous reprends l'exemple de la leptospirose où le rongeur va multiplier le parasite, la bactérie, va uriner dans le milieu extérieur et l'homme va se contaminer en contact avec des sols humides ou de l'eau. On sait que notamment dans les grandes villes en voie de développement, vous avez beaucoup de zones informelles où l'homme est très souvent en zone inondable, par exemple, et peut être en contact très aisément avec ce type de pathogène. Alors comment on fait pour éviter ? Alors écoutez, il y a beaucoup de débats parmi les scientifiques qui s'intéressent à la question. Personnellement, je pense qu'un des seuls moyens, compte tenu de l'ampleur du problème, de l'ampleur des zones informelles et insalubres qui n'arrêtent pas d'augmenter en fait, en tout cas en Afrique, là où je travaille, c'est probablement d'avoir des politiques ambitieuses d'assainissement. Alors il faut nettoyer le milieu domestique, ce que font très souvent les gens avec leurs moyens, éviter de faire des dépotoirs sauvages, donc de contaminer l'espace péridomestique. Et là on s'adresse plus aux familles, aux foyers, mais on s'adresse aux autorités. Il faut développer des systèmes d'égout. C'est ce qui a permis en Europe probablement de limiter grandement les maladies liées aux rongeurs, parce qu'en fait, on a probablement autant de rongeurs dans une ville comme Paris que dans une ville comme Cotonou, où je me trouve. Simplement, ils vivent pas au même étage, ils sont dans des égouts enterrés, et le contact avec l'homme est bien moindre. Merci infiniment Gauthier Daubigny, chargé de recherche à l'IRD, biologiste des populations animales, attaché à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi au Bénin. RFI à Cotonou, 90 FM. Et on parlait tout à l'heure de ces multiples maladies transmises par les rongeurs. On vous retrouve, docteur Bernard Pijarias, importance de l'aération, d'une bonne ventilation, en particulier pour une maladie qui s'appelle l'hantavirus, qui est transmis justement par des petits animaux, des rongeurs, dans des espaces mal ventilés. Tout à fait. Je pense que la ventilation reste, comme pour tout, comme pour l'allergie et comme pour les pathologies infectieuses, fondamentale. Maintenant, reste à savoir comment elle va être faite. Donc, je pense que l'aération, il faut penser également en Afrique à tout ce qui relève des airs conditionnés. Et là, il faut vraiment que tous les filtres soient bien nettoyés et régulièrement revérifiés. Et parmi les symptômes de ces hantavirus, justement, il peut y avoir des difficultés respiratoires ? Tout à fait. Bien, toutes ces pathologies infectieuses, elles ont toujours les mêmes symptômes de base, sauf que quelques-unes peuvent être à la fois respiratoires et digestives. Donc, effectivement, comme l'a dit notre collègue du Bénin, il peut y avoir des fièvres hémorragiques qui se surajoutent. Mais sinon, ça va être des toux, ça va être des pneumopathies, qui sont quelquefois très difficiles à traiter, comme l'a dit notre collègue, puisque certaines présentent des viroses sur lesquelles on n'a pas d'effet, puisqu'on n'a pas d'antiviraux réels, et d'autres sont des pneumopathies sur lesquelles on risque d'avoir par ces rongeurs justement des bactéries qui sont très résistantes aux antibiotiques, et là on est démunis. Alors docteur Bernard, prévention. Bernard Pijarias, je vous invite à rester avec nous en ligne de Nice. On va partir tout de suite pour la Côte d'Ivoire. En priorité santé sur RFI. Et en ligne avec nous, docteur Cyprien Kouakou. Bonjour docteur. Docteur Kouakou, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, pédiatre au CHU Cocody d'Abidjan. Pédiatre, et bien sûr, lorsque l'on parle de la santé des enfants, l'un des problèmes majeurs jusqu'à l'âge de 5 ans, eh bien, docteur Kouakou, il s'agit d'un risque qui est partiellement lié à ces déchets, à l'insalubrité. Ce sont les maladies diarrhéiques associées notamment au manque d'hygiène. C'est ça. Alors justement, en consultation, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous recevez comme type de jeunes patients ? Ce sont des enfants de moins de 5 ans qui peuvent présenter des troubles digestifs, notamment des diarrhées suite à l'injection de produits contaminés. Et la plupart du temps, ce sont des infections chez les enfants de moins de 5 ans, ce sont des infections à rotavirus que nous recevons la plupart du temps.
Est-ce que la population fait le lien entre cette question de l'insalubrité, par exemple les eaux polluées, les déchets et ce type de maladie? Alors, c'est la grosse difficulté avec une population qui est en majorité analphabète. Elle ne fait pas de lien direct entre l'insalubrité et puis ces maladies diarrhéiques que leurs enfants présentent. Et alors, comment vous leur apprenez les choses? Qu'est-ce que vous leur dites de changer dans leur quotidien, justement, pour que ces contaminations ne se répètent pas? Alors, c'est l'occasion pour nous en consultation, aussi bien en consultation qu'en hospitalisation, pour éduquer les parents et leur faire comprendre que l'état de santé de l'enfant est lié à leurs mauvaises habitudes de vie et à surtout le manque d'hygiène, au manque d'hygiène qui peut être lié à ces contaminations dues à ces germes pathogènes. Des germes pathogènes qu'ils retrouvent où finalement? Est-ce qu'il s'agit dans des tas d'ordures autour de la maison? Est-ce que c'est dans l'eau qui est bue? Est-ce que c'est dans des problèmes de traitement par exemple des selles lorsqu'il n'y a pas de toilette? Comment ça se passe? Alors, vous savez, avec la croissance démographique et les conditions socio-économiques qui sont précaires, on note de plus en plus à une urbanisation un peu anarchique, à la prolifération des carnets à habitat spontané. Et donc, dans ces quartiers, il y a l'approvisionnement en eau potable qui est parfois pas faite. Et donc, ce sont des populations qui parfois n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc, aussi bien l'alimentation que les toilettes qu'ils font peuvent être contaminées par les aliments qu'ils consomment et qu'ils donnent aux enfants. Docteur Cyprien Kouakou, tout à l'heure j'utilisais le terme générique de maladie diarrhéique. Quels sont les mots employés par les familles pour parler de ces maladies? Ils disent quoi? L'enfant perd beaucoup d'eau, l'enfant il est fatigué, il vomit. Généralement, ce sont des troubles digestifs que les parents emploient pour communiquer avec le personnel de santé. Ils disent quoi globalement? Mon enfant a mal au ventre? Il utilise quoi? Ou est-ce qu'il y a un mot spécial? Lorsque l'enfant fait la diarrhée, l'enfant perd beaucoup d'eau. Oui. Il perd beaucoup d'eau, il vomit, il commence à s'affaiblir et il n'arrive pas à s'alimenter. Mmh. Alors, devant ces signes, lorsque nous les recevons, c'est de rechercher immédiatement les signes de déshydratation et en fonction des signes que nous trouvons, nous appliquons le traitement qu'il faut pour essayer dans un premier temps de réhydrater ces enfants. Et lorsque ces enfants sont plus stables et qu'on a isolé l'agent pathogène qui est à l'origine et qu'on a administré le traitement qu'il faut, les conseils vont s'en suivre surtout axés sur la protection de l'enfant, qui part d'abord avec l'alimentation, un conseil sur l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, qui protège l'enfant contre les maladies diarrhéiques. Ensuite, la diversification à partir de 6 mois et qui sont bien adaptées, qui sont les mesures d'éducation sanitaire que nous administrons, que nous proposons aux parents pour les aider à juguler le problème. Éducation sanitaire, et est-ce qu'il y a parallèlement des conseils en termes d'aménagement pour éviter justement la répétition de ces contaminations, savoir s'il y a des déchets à côté de la maison, savoir s'il y a des eaux stagnantes, parce que il y a une autre pathologie absolument dévastatrice qui sévit quand il y a des eaux stagnantes. On pense bien sûr, docteur Cyprien Kouakou, au paludisme particulièrement redoutable là encore pour les jeunes enfants. Oui, le paludisme dans notre milieu est l'une des premières causes d'hospitalisation dans notre pays et qui est liée également à l'insalubrité qu'on peut constater autour des habitations. Donc, ce qu'il faut, c'est l'assainissement du milieu qui implique à la fois les autorités et le personnel sur l'importance d'observer les mesures d'hygiène élémentaires au niveau aussi bien la propriété des mains, l'hygiène alimentaire que l'assainissement du milieu.
Et donc, nous pensons que c'est un problème qui implique à la fois les populations et les autorités pour essayer d'apporter cet assainissement au niveau surtout des quartiers précaires. On va vous retrouver dans un instant, docteur Cyprien Kouakou. Je m'adresse au docteur Bernard Pijarias qui est en direct de Nice. On voit bien qu'on a parlé de différents déchets, différentes situations, avec justement, en fonction des différents types de détritus, des problématiques qui vont varier. Oui, tout à fait. Je dirais un mot par rapport à ce que l'a dit le docteur Kouakou. Il y a un terme qui était employé en Côte d'Ivoire quand j'y étais, c'était le ventre coule. C'était un symptôme important pour parler de la diarrhée. Mon enfant a le ventre qui coule. Je pense que c'est un symptôme qui marche bien. Alors, vous parlez des autres pathologies qui peuvent être problématiques. Vous parlez par rapport à la pollution atmosphérique toujours. Pollution atmosphérique, mais également on a eu la pollution en milieu domestique avec la combustion et bien sûr les grandes villes avec une pollution plus générale, mais également ces pollutions des eaux, ces pollutions liées aux déficiences, notamment et du ramassage des ordures et de l'assainissement. Tout à fait. Alors, dans ce domaine-là, il y a quelque chose d'important, c'est le lixiviate. C'est un terme un petit peu gros, mais qui veut dire, qui est un ancien terme latin qui veut dire la lessive. Et quand les sols sont lessivés, quand ils n'ont été pas lessivés, que l'eau de pluie va lessiver tous ces sols remplis de détritus, il va y avoir énormément de produits qui vont dans l'eau, qui va être absorbé après, et l'eau potable devient non potable. Et ça peut aller jusqu'à la nappe phréatique, et ça c'est le plus important, puisqu'on va retrouver des métaux lourds à nouveau, on va retrouver quelquefois des bactéries importantes, et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver des épidémies au niveau de l'eau qui devient non potable. Alors on va donner la parole à nos auditeurs. Nous avons des appels de Guinée et du Mali. En Guinée, à Conakry, c'est Mohamed qui est avec nous. Alors, bien sûr, pas question de vous interroger sur votre santé liée à ces déchets. C'est pas toujours très facile de faire le lien, mais plutôt nous raconter comment ça se passe chez vous. Vous avez tenu à nous appeler pour dire que justement, à 2 pas de votre maison, eh bien, ça ne sent pas très bon tout ça, n'est-ce pas, Mohamed ? Oui, madame. Racontez-nous comment ça se passe justement. Qu'est-ce que vous constatez quand vous sortez de chez vous ? Bon, parfois, quand je suis à la maison, nous sommes auprès d'un marché. Mm-hmm. Bon, les gens jettent des ordures, et quand les ordures sont beaucoup là, ils viennent pour les calciner, quoi. Donc, au fait, la fumée rentre dans la maison parfois, et parfois même qui a empêché même de respirer. Dans le voisinage immédiat de ce quartier, est-ce que justement du fait que les gens jettent un petit peu, les commerçants jettent un petit peu les détritus partout, vous voyez proliférer des animaux, on pense bien sûr aux rats? Oui, effectivement. Mais comme moi je suis là, ça fait à peu près 1 mois. Mm-hmm. Bon, mais on a essayé d'interdire au moins les gens de ne pas jeter les ordures, mais jusqu'à présent ils commencent à le faire. Et le gouvernement a mis une politique en place. C'est-à-dire chaque fin du mois, c'est-à-dire le samedi de chaque fin de mois, Mm-hmm. on essaie de faire c'est-à-dire un assainissement dans la ville. Ça veut dire une fois par mois, alors que le marché, bien évidemment, lui, se tient tous les jours. Oui, effectivement. Est-ce que, vous disiez tout à l'heure, il y a des fumées, est-ce qu'il y a aussi des désagréments en termes d'odeur quand vous êtes chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Oui, ça nous dérange beaucoup. Parfois, même la nuit, les moustiques rentrent dans la chambre. Tu es obligé de fermer la porte, soit les fenêtres, sinon c'est difficile de dormir, quoi. Soit tu pompes la maison. Et ces moustiques avec un risque évident de paludisme dans ce cas-là? Oui. Vous avez l'eau courante à la maison? Comment ça se passe? Bon, on a le courant. Bon, j'ai essayé même d'acheter au moins un ventilateur pour pouvoir protéger les enfants. Et quand ça ventile là, les moustiques ne peuvent pas, c'est-à-dire atteindre les enfants, quoi. On entend bien, docteur Bernard Pijarias, au travers de ce témoignage de Mohamed, une double agression de l'environnement à travers à la fois ces émanations toxiques des déchets brûlés du marché dans ce quartier de Conakry où vit Mohamed, et puis en même temps donc les fenêtres ouvertes parce que c'est irrespirable, et en même temps les moustiques qui arrivent et qui sont une menace pour la santé des enfants.
Et oui, c'est la triple peine, effectivement. Et je pense que il subit tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfouissement, ou même s'il y avait un enfouissement, il y aurait des risques de méthane. Donc il va sentir même le méthane, parce que les déchets, quelquefois, quand vous passez dans ces villes, il y a 1 mètre, 2 mètres de déchets qui sont superposés. Donc ça commence à se méthaniser. Et donc là, c'est l'odeur qui intervient. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les composés organiques volatiles et qui sont très toxiques. Là, dedans, ce sont des hydrocarbures aromatiques, du benzène, du toluène, du xylène. Et également tout ce qui est halogéné. Tout ce qui est halogéné, c'est directement lié à tout ce qui est combustion à partir des plastiques, les chlorures de vinyle, chloroforme, et ça c'est extrêmement toxique pour les poumons. Et c'est également toxique parce que ça va générer au niveau de l'ozone, une production d'ozone, mais pas le bon ozone qui nous protège des rayonnements cosmiques, la mauvaise ozone qui fait les fameux pics d'ozone qui sont extrêmement toxiques pour le poumon, et en particulier, ils sont très liés à des déclenchements de crise d'asthme. Docteur Cyprien Kouakou, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mohamed? Il n'a pas le choix, il est obligé d'aérer compte tenu de la pestilence à l'intérieur de son domicile en raison des détritus du marché à côté de chez lui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour protéger ses enfants du paludisme? La meilleure protection pour l'instant, c'est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Il faut éviter la piqûre de l'anophèle. Alors, Mohamed, vous avez installé des moustiquaires dans les chambres des enfants? Non, madame, en fait, je n'ai pas installé des moustiquaires, mais vers 18h, 19h, je vais essayer de pomper d'abord la maison avec Fatala, qu'on appelle Fatala, et quand je vais pomper la maison, fermer la porte jusqu'à 30 minutes à 40 minutes. Donc, comme ça, on peut rentrer dans la chambre et se coucher, quoi. Mais pourquoi justement ne pas employer ces moustiquaires? Il y a eu des programmes de distribution. Vous n'avez pas accès à ces moustiquaires? Bon, moi je n'ai pas reçu parce que moi je viens dans ce quartier il y a de cela 1 mois presque. En tout cas, c'est un moyen très fiable justement de protéger les plus jeunes des piqûres pendant la nuit, comme le disait le docteur Cyprien Kouakou. Et Mohamed, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne journée à Conakry. On prend un autre auditeur. Il est en ligne de Bamako du Mali, c'est Samba. Bonjour Samba. Bonjour Caroline Palais, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Merci de votre appel. On écoute, je sais que vous avez une question, allez-y. Oui, ma question est de savoir si les déchets transformés en fumier et pour servir les cultures céréalières représentent encore des dangers pour la santé humaine. Une question qui peut s'adresser à vous, docteur Bernard Pijarias. Est-ce que le fumier utilisé donc pour faire pousser les céréales, pour même parfois faire pousser certains légumes, ça représente un danger ensuite quand on consomme ces aliments? C'est une très très bonne question parce qu'elle se pose sur toute la planète évidemment. C'est le compostage en fait. Tous ces déchets peuvent générer de l'azote et donc c'est un engrais tout à fait naturel et tout à fait utile et c'est une belle revalorisation des déchets dits biologiques, dits organiques. Le seul élément, c'est qu'il faut effectivement que le tri soit bien fait pour qu'on ne se retrouve pas avec une partie d'éléments qui soient des métaux, avec des risques de métaux lourds qui seront absorbés après par les salades et autres produits du maraîchage, et également qu'ils ne soient pas directement altérants par rapport à des bactéries qui peuvent être liées aux déjections humaines. Donc compostage, oui, mais avec un tri en amont et efficace. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas. Justement, il y a des règles à suivre pour qu'il y ait justement l'innocuité de ce type de pratique. Merci beaucoup, Samba, de cet appel du Mali. Je vais redonner la parole au docteur Cyprien Kouakou qui est à Abidjan avec nous. On a entendu justement ces problématiques des maladies diarrhéiques, également les risques de paludisme quand il y a des eaux stagnantes. Il faut donc se veiller à se débarrasser à ce type de situation dans les maisons et autour des habitations. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, docteur Cyprien Kouakou? Oui, le message important, c'est de protéger l'enfant. Protéger l'enfant en pratiquant l'allaitement maternel exclusif, en éduquant les populations sur l'hygiène corporelle, l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, et aux autorités, c'est de poursuivre l'assainissement du milieu avec l'accès à l'eau potable. Et également prévenir les maladies diarrhéiques
Le gouvernement a déjà fait beaucoup d'efforts en introduisant le vaccin contre le rotavirus dans le programme élargi de vaccination. Et donc, c'est un vaccin qui est accessible et qui fournit à 3 doses chez l'enfant. Et donc, nous encourageons les populations à faire vacciner les enfants et surtout en cas de diarrhée, de consulter le centre de santé le plus proche. Et sans tarder. Mais surtout, c'est de renforcer cette sensibilisation de la population sur l'impact de la mauvaise gestion des déchets ménagers sur l'état de santé de l'enfant. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Dr Cyprien Kouakou. Je rappelle que vous êtes pédiatre au CHU Cocody d'Abidjan. RFI à Abidjan, 97.6 FM. On parlait tout à l'heure avec vous, docteur Bernard Pijarias, de ces ordures qui vont parfois dans la cuisinière brûlée. Et puis, il y a aussi la question de certains déchets que l'on pense anodins, mais qui peuvent présenter justement des composantes particulièrement toxiques, docteur Pijarias. Oui, il faut bien trier, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je rappellerai simplement le mot ordure, qui veut dire simplement du latin uridus, qui veut dire négliger, repoussant, hideux. Donc c'est quand même important de repousser justement ces ordures. Il faut les trier, parce que si vous mettez tout ensemble, et si vous faites brûler tout ensemble, vous allez avoir à la fois ces métaux lourds dont je parlais, il peut y avoir des matières plastiques qui vont donner des composés organiques volatiles, et ça c'est vraiment les plus redoutables par rapport à l'hyperréactivité bronchique, et il faut garder simplement la fraction putrescible pour faire du compost. Donc si on fait un bon tri, on va pouvoir s'en sortir et en même temps on va revaloriser parce que on dit que c'est cher tout ça, mais si on sait revaloriser, si on sait récupérer le méthane de ce qui peut être putrescible et récupérer ce gaz, on peut faire du gaz et chauffer pour fabriquer par exemple de l'électricité, chauffer donc avec une centrale thermique à partir du méthane, et également on peut fabriquer simplement de la chaleur en Europe pour chauffer des bâtiments ou même en Afrique pour chauffer l'eau chaude. Et l'importance justement du tri, ça c'est absolument essentiel et on va voir pourquoi tout de suite en abordant notre dernier chapitre en rejoignant à nouveau le Bénin. Priorité santé sur RFI. Le Bénin où l'on vous retrouve, docteur Marianne Branco, bonjour. Bonjour. Vous présidez, madame, l'ONG Gbedokpo, je l'ai bien prononcé, ça signifie unis pour une même cause. Alors, votre préoccupation majeure, c'est l'hygiène hospitalière. Effectivement, une question assez pointue, assez spécialisée, mais essentielle, la question des déchets biomédicaux. On n'en a pas forcément conscience et pourtant, on n'a pas vraiment envie de retrouver à ciel ouvert des seringues ou ce qui reste après une opération, ce qui sort directement du bloc. Tout à fait, vous l'avez très bien précisé. Les déchets biomédicaux sont des déchets qui sont produits à l'hôpital quand on soigne les personnes. Donc ce sont des aiguilles, des tubulures de perfusion, du coton souillé par du sang et bien d'autres déchets comme aussi des médicaments ou des produits chimiques. Donc ces déchets ne doivent pas être mélangés aux déchets ordinaires dits ménagers. Parce que malheureusement, effectivement, ces déchets biomédicaux contiennent des agents infectieux très importants. Et dans les déchets biomédicaux, il y a également des aiguilles qui peuvent blesser. Donc en dehors des blessures, ça peut aussi infecter. Il faut les séparer des ordures habituelles. Docteur Marianne Branco, comment vous, médecin généraliste, êtes-vous venu à vous intéresser à cette question des déchets biomédicaux ? Alors en fait, c'est parce qu'en circulant dans n'importe quel pays africain et bien sûr au Bénin, sur les terrains vagues qui ne sont pas encore construits, on trouve mélanger des déchets biomédicaux aux déchets ordinaires, ce qui est extrêmement dangereux pour tout le monde. D'une part, c'est ça. Et la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est mes confrères dans leur exercice à l'hôpital qui n'avaient pas tous les moyens pour faire le tri des déchets lorsqu'ils soignaient. C'est tous ces aspects qui m'ont amené à m'intéresser à ce sujet. Alors, docteur Branco, est-ce qu'il a fallu convaincre, est-ce qu'il faut encore même aujourd'hui encore convaincre sur l'importance de cette question, ou est-ce que finalement aujourd'hui la sécurité associée à ce type de détritus, c'est quelque chose d'admis par la communauté médicale et puis par la population en général ? En fait, il faut encore convaincre. Je crois qu'il faut continuellement convaincre. C'est un problème de santé publique majeur parce que c'est un danger pour la population, mais aussi un danger pour tous les professionnels de santé. Donc, pour moi, je constate au Bénin que la législation est bien faite. Ça, vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. La législation est bien faite, mais elle n'est pas appliquée. Le problème est là, la loi est là, mais les actions manquent.
les actions manquent. Donc moi, je vous remercie de me donner la parole pour vraiment faire un plaidoyer pour que nos autorités et toutes les coopérations étrangères qui accompagnent les ministères de santé programment l'investissement dans du matériel pour l'élimination des déchets biomédicaux, l'élimination correcte. Je ne dis pas planifier, parce que malheureusement, il y a tellement de plans où c'est déjà inscrit de la planification de l'élimination des déchets biomédicaux, mais ce n'est pas réalisé. Donc moi, je parle de programmer. Et nous, notre projet était un projet d'unité de traitement des déchets par une machine de broyage-stérilisation qui pouvait détruire 1 tonne de déchets biomédicaux par jour. Malheureusement, le manque de volonté politique au ministère de la Santé du Bénin ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, vous parliez des contaminations. Il y a bien sûr les contaminations en milieu médical. On pense à ces infections, maladies nosocomiales. On a consacré plusieurs numéros de priorité à cette question. On peut rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit. Voilà, oui, ce sont donc des germes qui sont virulents et qui sont surtout dans les milieux où on soigne, effectivement, et qui sont beaucoup plus virulents que les autres, qu'on peut attraper quand on se fait opérer, par exemple, au niveau de l'incision de l'opération, ou qu'on peut attraper en allant simplement se faire soigner également, puisque la contamination peut se faire aussi par voie orale. Si quelqu'un a de la tuberculose et côtoie un autre patient qui n'en a pas, il peut lui transmettre en toussant. C'est un exemple. Donc effectivement, ces infections nosocomiales attrapées dans les structures de santé sont à suivre et à éliminer ou à réduire. Mais il y a aussi les accidents d'exposition au sang. Donc ce sont les risques professionnels, donc des professionnels de santé qui peuvent aussi attraper une maladie à l'hôpital ou dans une structure de santé par les gestes qu'ils font auprès des patients. Docteur Marianne Branco, vous l'avez dit, dans certains pays, certaines régions du monde, il y a un cadre légal plutôt à la hauteur qui entoure la gestion de ce type de déchets. Et vous avez conduit une étude poussée dans le pays dans lequel vous résidez, le Bénin, état des lieux, et puis les obstacles aux différentes étapes du processus, et on peut le dire, un certain nombre d'obstacles, vraiment. Alors, il y a beaucoup d'obstacles, ça c'est vrai. À la fois un manque d'équipement pour faire le tri des déchets au niveau des services hospitaliers où on soigne, un problème pour le transport des déchets et également, moi j'aimerais mettre l'accent, si vous me permettez, sur l'élimination, donc la destruction de ces déchets. C'est un énorme problème parce qu'il y a des sociétés non agréées qui viennent récupérer les déchets dans les structures de santé, hôpitaux ou centres de santé ou cliniques privées et qui les déposent n'importe où sur les terrains vagues, ou d'autres un peu plus équipés qui ont un incinérateur qu'on dit artisanal de type Montfort ou DHAB. DHAB, c'est la direction de l'hygiène et l'assainissement de base au Bénin. Donc ils ont mis en place des incinérateurs qu'on peut fabriquer facilement, mais malheureusement, ils sont mal utilisés. Un incinérateur, on doit d'abord faire le feu, constituer le feu, avant de jeter les déchets pour que l'incinération soit complète, moins toxique. Malheureusement, dans nos pays, l'utilisation est mauvaise. On met d'abord les déchets, après on met le gasoil et on allume le feu. Ce qui fait que l'incinération dure trop longtemps, elle est extrêmement toxique et la combustion n'est pas complète. En plus, ça demande beaucoup plus de carburant. Donc moi, je fais un plaidoyer pour qu'on forme les techniciens à l'incinérateur à la bonne utilisation, c'est-à-dire constituer d'abord son feu et après jeter les déchets dans le feu qui est déjà vif. Il ne s'agit pas forcément, docteur Branco, il ne s'agit pas forcément de réprimer, de punir, mais au moins que vos constatations ne soient pas suivies d'impunité. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez édité justement un document qui pointe très concrètement ces problèmes. Est-ce qu'il y a eu des suites? Alors, moi, je ne suis pas pour la punition. Tout à fait. Je suis pour l'information. Il faut qu'il y ait un contrôle. Voilà, il faut qu'il y ait une formation, un soutien, parce que beaucoup des confrères que je rencontre, infirmiers, médecins ou autres, ont la volonté de mieux gérer les déchets, mais ils ont besoin d'accompagnement, d'aide. Donc la police environnementale existe au Bénin. Elle devrait aller contrôler dans toutes les structures et les encourager à mettre en place donc des actions progressives, bien sûr, qui vont leur permettre de mieux gérer les déchets biomédicaux. Et l'État béninois pourrait investir dans une machine qui n'est pas forcément un incinérateur pour pouvoir
détruire les déchets biomédicaux collectés dans toutes les structures aux alentours de cette machine. Ça serait vraiment un très bon moyen d'aider les structures qui le veulent vraiment, mais qui n'ont pas toujours les moyens, et c'est pas que des moyens financiers, de le faire. On vous remercie beaucoup pour toutes ces indications, docteur Marianne Branco. Je rappelle que vous présidez l'ONG Gbedokpo, unis pour une même cause. Déchets, ça déborde. On fait quoi ? Docteur Bernard Pyjarias, vous êtes toujours là à Nice. On vous retrouve pour la dernière partie de notre échange dans Priorité Santé. Conclusion de notre émission. On l'a bien compris, multiplicité des enjeux, les conseils, la prévention, le constat. Et docteur Pyjarias, là on le voyait, des solutions qui existent. On n'est pas sur la question générale de la collecte, on n'est pas sur la question générale de l'installation d'eau propre dans les grandes villes. Là, sur des choses concrètes, là encore, il y a beaucoup à faire. Et tout à fait, et c'est important parce que en tant que médecin, on se doit d'avoir une valeur d'exemple. Et quand on voit l'énormité de la production de déchets médicaux en Europe, moi je suis absolument choqué. C'est à nous de faire le tri et de diminuer déjà cette production de déchets. On dit toujours en amont, il faut limiter les déchets. Pour la production de soins, je crois qu'il faut qu'on apprenne en Europe déjà de limiter les déchets, ce qui est invraisemblablement important actuellement avec tout jetable. Et pour rebondir sur ce que disait notre consoeur, effectivement, au Bénin, l'important c'est d'avoir une décomposition thermique à très haute température, ce qui fait qu'après il y a moins de danger. Et enfin, du point de vue des déchets médicaux, ce n'est que 15% qui sont toxiques. Donc là aussi, chez eux, et dans les pays du Sud, il faut faire le tri en amont pour éviter d'avoir des charges trop lourdes pour éliminer ces déchets. Le déchet doit être traité en amont pour, au final, avoir moins de déchets à traiter en aval. En même temps, dans le déchet médical, docteur Pyjarias, vous dénonciez le tout jetable. Ce jetable, il a un côté rassurant pour l'usager de dire que personne d'autre n'est passé par là avant. Ça rassure en termes de contamination, par exemple. C'est vrai, mais c'est un coût écologique gigantesque. Quand vous regardez pour opérer un petit ongle incarné, vous allez dépenser un énorme drap d'examen, vous allez dépenser tout ça, des énormes boîtes de coton. Il y a une richesse qui se déploie qui est invraisemblable. Et là, je pense que le monde médical, tout au moins occidental, du Nord, doit donner l'exemple, sachant limiter, faire des petits éléments, des petites boîtes plus courtes. Et on peut très bien revenir à une mode de stérilisation aussi. Je crois qu'il faut être logique dans notre pratique. Et en matière de santé respiratoire, malgré tout, quand on brûle à la maison et quand on sort dehors et que c'est pollué, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Protection, que déjà il faut pas faire de sport quand c'est trop pollué en pic d'ozone, c'est parce que c'est bête de se contaminer un peu plus fort quand on fait une hyperventilation à l'effort. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour les gens qui sont malades de vérifier ce qu'on leur donne comme information pour les BPCO, pour les asthmes en particulier, quand il y a des pics d'ozone ou des pics de pollution, de bien faire attention à ça. On vous remercie infiniment pour votre éclairage, docteur Bernard Pyjarias. Je rappelle que vous êtes pneumologue allergologue à Nice, coordonnateur de l'espace francophone de pneumologie de la Société de pneumologie de langue française. Et bien sûr, un grand merci à France Bleu Azur qui vous a accueilli dans ses studios aujourd'hui.